Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Ça fait débat, vous le savez, d'excellentes fêtes de fin d'année à tous, meilleurs vœux. Ici, ce soir, nous allons tenter de commenter, décrypter, analyser l'actualité. N'hésitez pas, vous le savez, sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter, CF débat. Allez, heureux, c'est parti. Au menu de ce Ça fait débat, eh bien, vous savez, on va s'intéresser à la bourde Hollande, incident diplomatique, on en parle. Quelle limite il doit se fixer le président? C'est la question qu'on pose ici. Direction Centrafrique, l'intervention française menacée, mort de 3 combattants Séléka, tués par l'armée française dimanche, est-ce un hasard? Et puis surtout, les hostilités qui se présentent et qui sont présentes de plus en plus dans le cadre de ces manifestations qui se déroulent à Bangui, Égypte. Mohamed Morsi est-il un espion, Et puis enfin, on s'intéressera au Soudan du Sud. Que faire pour éviter le chaos? Et en deuxième partie de cette émission, eh bien, nous recevrons Francis Seck. Il est le membre du bureau fédéral de la Ligue panafricaine. Il est aussi surtout chargé du congrès panafricain, vous le savez, au sujet de ce penseur, de ce scientifique qui s'appelle Cheikh Anta Diop. On en parle tout à l'heure en toute dernière ligne droite, ici même. Ça fait débat, le dicton n'a pas changé, y compris pour cette fin d'année. C'est maintenant et en toute liberté d'expression. C'est parti! Pour commenter l'actualité, pour débattre autour de ce joli plateau, je vais présenter Gabriel Mbarga, journaliste, plus que jamais. Oui. Comment ça va, mon cher Gabriel? Ça va très très bien, la musique est belle. La musique est belle, elle met en forme. Et donc je suis, comme souvent, très très content d'être assis à côté de vous parce que vous avez une joie communicative. Vous avez passé un bon réveillon? Oui, tranquille, je fais un coucou, je suis grand-père maintenant parce qu'il y a ma nièce, bravo, il y a ma nièce qui a fait un enfant, alors chez nous je suis le grand-père. C'est la première fois pour vous, Non, ça commence à aligner là. D'accord, bon. Ça Eh bien bravo, toutes mes sincères félicitations mon cher Gabriel, à ses côtés. Notre célèbre vedette blogueur, il s'appelle Makela. Mais je sais bien que vous vous appelez Makela. Makela Ngebla, comment ça va? Très bien, Adel, et vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. Très content de vous retrouver également, mais le blog marche bien avec des acteurs indépendants, mais aussi de... Indépendants, ils dépendent d'un parti, hein. J'aime bien, pas totalement indépendant. Acteurs politiques, je veux dire. Ah bon, d'accord, attendez, monsieur le blogueur. Voilà, allez, face à vous. Voilà. Karim Yayaoui, bonsoir. Bonsoir Adil. Vous êtes un acteur politique. Depuis quelques années maintenant. Depuis quelques années maintenant. Vous êtes aussi dans les affaires aussi, non? Dans le privé, un peu avec ma femme, je fais pas mal de choses. Bon. Et papa, donc on a parlé de Noël. Je salue mon petit-fils qui a 5 ans et demi. 5 ans et demi. Bon bah écoutez... Le papa Noël est passé, donc il est content. À ses côtés, Jean-Claude Chikaya, un récurrent ici qu'on connaît très bien. Vous êtes sociologue, porte-parole de Devoir de mémoire et professeur. Bonsoir. Bonsoir Adil, bonsoir tout le monde. J'aime bien parce que les Guignols, un jour, ils se sont amusés à présenter les invités. Et un jour, ils ont tapé... Non, c'est pas les Guignols, c'est le petit journal qui s'est amusé à Ce soir ou jamais. Vous connaissez l'émission? Oui, bien sûr. Et le présentateur, en permanence, quand il présente un invité, ils sont il y a plusieurs fonctions. Alors, il continue, je vous présente, alors il est un tel, j'avais adoré. Bon bref, on va pas s'amuser à faire ça dans Ça fait débat. Messieurs, on va commencer tout de suite avec ce premier sujet. Vous savez, vous avez suivi l'actualité. Le président Hollande qui, en pleine tribune, s'adresse donc au CRIF. Et la boulette. Vous pouvez d'ailleurs commenter sur la page Facebook Ça fait débat, mais ce que je vous propose aussi, c'est de découvrir ce petit moment lorsqu'il tient cette plaisanterie. Regardez et on vient la commenter tout de suite après. Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui va vous quitter peut-être pour aller en Algérie, il en revient, sain et sauf, c'est déjà beaucoup. Sain et sauf. Messieurs, d'abord, premier commentaire. L'Élysée a présenté ses excuses. Hein. Enfin, il regrettait. Ce n'est pas des excuses. On va en parler justement. Gabriel Mbarga, est-ce qu'un président peut s'autoriser ce genre de plaisanterie? Un président peut plaisanter. Ou est-ce qu'il peut plaisanter tout simplement? Un président peut plaisanter, c'est plus difficile pour lui parce qu'il doit réussir ses vannes. Les présidents américains, ils les préparent. Il y a des spécialistes qui les écrivent et c'est toujours bien tombé. François Hollande, on sait qu'il a une tendance naturelle à la blague. Oui, c'est vrai. Et ça ne fonctionne pas toujours. Et surtout, sur les questions internationales, c'est très très délicat. À partir du moment où on parle d'un autre pays, quand on est président, souvent, ne serait-ce même que pour des raisons culturelles, l'humour ne passe pas partout. Donc, on peut souvent s'interdire. On sait que souvent, ça a créé des malentendus. Et là, c'était quelque chose de loupé. J'ai beaucoup aimé la démocratie à la française parce que tous les journalistes français ont repris ensuite l'idée que c'était pour faire allusion à la compétition entre Valls et Jean-Marc Ayrault. Bon, léger. Voilà, léger. Makela. Et ensuite, après, je distribue la parole. Moi, je n'ai pas aimé la boutade parce qu'on sait très bien que les relations entre l'Algérie et la France ont été toujours difficiles.
et que l'environnement, le lieu même n'était pas approprié parce que c'était un conseil des institutions juives de France. Du coup, on connaîtra un peu les antagonismes culturels, confessionnels qui opposaient les deux pays. La France devait toujours savoir que l'Algérie, les Algériens ont une autonomie de pensée et la réaction dans les médias algériens ont montré à sa juste valeur la protestation, un peu la colère des Algériens, quoi. Donc, du coup, il faut que le président de la République ait des limites pour penser et dire il y a des blagues, mais il y a des blagues quand même mesurées, quoi. Des blagues mesurées. Gary Miaillo, est-ce que vous partagez le point de vue de nos deux débatteurs, Gabriel Barga et Makela Je rejoins tout Gebla? à fait leur point de vue, mais avant d'être président, M. Hollande est avant tout un homme, donc il a le droit à la plaisanterie, mais quand on est président, on représente la fonction suprême d'une nation. Donc je pense que des blagues de mauvais goût peuvent être très mal c'est mal passé. Hein. En Algérie, c'est très mal passé. Les Algériens l'ont très mal digéré, y compris les journalistes, qui ont tapé très fort d'ailleurs à la une de leurs journaux, de leurs canards. Mais au-delà des Algériens, pincettes, hein. En Algérie, les Franco-Algériens l'ont très mal vécu. Mais il faut le savoir qu'il y a plus de 2 millions de Franco-Algériens en France. C'est vrai, c'est l'une des communautés les plus importantes. Exactement, et donc c'est une relation assez étrange. Donc, avec la guerre qui s'est passée il y a plus de 50 ans, donc c'est assez conflictuel. On s'aime pas trop, on se regarde en chien de faïence. Récemment, le voyage de la délégation française avec le MEDEF international a été quelque chose de très positif, donc avec notamment de nombreux échanges économiques, avec Renault qui envisage de s'implanter à Oran prochainement. Donc je pense que, moi, à titre personnel, en tant que citoyen français, je l'ai mal ressenti, en tant que politique aussi, et en tant que Français, je pense qu'elle a été de mauvais goût. Quelles conséquences on peut s'attendre là prochainement? Il peut y avoir d'abord des conséquences? Moi, je pense qu'il va y avoir il faut savoir que les Algériens, c'est un peuple assez susceptible, assez fier, orgueilleux. Donc, pour beaucoup de personnes, notamment le ministre des Affaires étrangères, M. Lamamran, qui a demandé des excuses qui ont été faites de manière publique, que par communiqué de presse, et non pas par voie orale d'aucun ministre. Ça, je trouve assez déplorable. Donc, pour une majorité qui prêche quand même, qui prône la réconciliation et le dialogue national, j'ai trouvé ça un peu léger parce que bon... Jean-Claude Chikaya, léger, pas léger ou Moi, alors j'étais assez stupéfait quand j'ai pris connaissance des déclarations de François Hollande. Donc, il est le président de la République, il représente tous les citoyens français. Mais là, il était donc il a pris comme théâtre pour sortir entre guillemets une vanne. Moi, je cherche encore une vanne loupée où il faut rire, où il faut rire à quel moment. J'ai cherché, je me suis dit peut-être que bon, tu viens de te réveiller. Et puis depuis, je ne trouve toujours pas cette déclaration. On ne peut pas rire ne serait-ce que 10 secondes. Le problème, c'est que je pense qu'il n'y aura pas trop de répercussions sur le plan économique, sur le plan politique. La France est très bien placée par rapport à l'Algérie et sera soignée, en tout cas, cette erreur. Moi, je pense Est-ce que vous pensez que ça va détériorer les relations franco-algériennes? Je pense que c'est une erreur de président de la République. Quel que soit le président, c'est une erreur. En tant que président, il ne doit pas avoir ce type. Maintenant, je pense que ça ne va pas avoir de répercussions, sauf sur le plan populaire. Donc, il a embarrassé le peuple français, je pense, en son entier. Il a embarrassé, plus qu'embarrassé le peuple algérien, mais aussi il a dû mettre dans l'embarras le CRIF, qui n'avait pas besoin, je pense, de ce type de sortie. Ayant comme théâtre, vraiment, le CRIF, c'était mal choisi. Donc, je ne sais pas, si quelqu'un trouve où on doit rire, à quel moment, je suis preneur. Alors, il regrette François Hollande, mais est-ce que regret, ça veut dire excuse? Il regrette l'interprétation. Oui, absolument. Il regrette l'interprétation. Donc c'est ça aussi, c'est que ça se finit mal. Ça se finit mal. Il regrette l'interprétation. Après, on n'est pas obligé de lui faire un faux procès sur ce qu'il a dit, mais il regrette l'interprétation. Ce qui est dommage, c'est que François Hollande, Gabriel, ensuite Karim. c'est un président qui était sincèrement dans une démarche de réconciliation, avant même qu'il ne soit président. Les premiers voyages internationaux de François Hollande, qui étaient même avant qu'il ne soit candidat au PS, c'était en Algérie. Exactement. Il a été reçu par les plus hautes... Oui, par l'ancien président Ben Bella. Il a été reçu et c'est l'un des pays qu'il connaissait. On lui reprochait sa faiblesse sur le plan international, mais s'il est un pays que Hollande connaissait, c'était l'Algérie. Pour des raisons personnelles, d'affection, peut-être que dans sa jeunesse, il a entretenu des rapports avec ce pays. Donc c'est étonnant que ça vienne de lui. Et parce qu'ensuite, devenu président, il a continué sur sa ligne de réconciliation. Et depuis, les rapports se sont beaucoup apaisés en un an et quelques. Absolument. Beaucoup. Ouais. Ça ne va pas avoir trop de répercussions parce qu'on peut lui reprocher certaines choses à François Hollande, mais ce n'est pas un président réactionnaire.
C'est pas un président réactionnaire. Non, je pense pas que ça. Karim Yaoui. Je pense que c'est un problème qui va s'estomper sur le temps, mais je pense qu'il y a quelque chose qui a été mal interprété et mal évoqué, c'est d'évoquer un conflit entre Monsieur Valls et Monsieur Hérault. Oui, quand on essaye de trouver un échappatoire tel que celui-ci, c'est un peu léger, je pense. C'est un contre-feu qu'a fait Pchit, ça. Oui, donc, Et là, chapeau, les journalistes français qui nous font des procès à chaque fois Ah sur oui. la démocratie, la liberté d'expression. Là, franchement, ils ont joué le coup de, comment dirais-je, la baudruche. oui, la voix de son maître, en gros. Moi, je dirais que non, heureusement, le communiqué de presse est venu normaliser les relations, apaiser les tensions entre Paris et Alger. C'est déjà une bonne chose et que conséquences politiques, il ne pourra pas y avoir. Et donc, on souhaite que cette situation se normalise et que pour l'intérêt suprême des Algériens et Français qui, effectivement, sont très liés, comme on l'a dit, durant des décennies. Et donc, du coup, heureusement, la tension va s'apaiser d'elle-même, comme l'a dit Karim. On le souhaite vraiment vivement. Tout le monde le souhaite finalement ici. bah, tout le monde. Ouais. Tout le monde. Bon, en même temps, c'est dans l'intérêt de tout le monde aussi. Exactement. Y compris économique. C'est surtout. Il y a beaucoup de gens qui connaissent cette question. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Algériens français, devenus français. Mais il faut peut-être rappeler à ceux qui ne savent pas pourquoi cette relation est sensible. Parce que, au-delà de la guerre qui finit en 62, avec le fameux « je vous ai compris » de Gaulle, la France a occupé l'Algérie. C'est la plus longue occupation pendant 130 ans. Si je 132. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est juste, de l'autre côté de la Méditerranée, c'était comme une France, mais de force. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles étaient. Donc, c'est tellement long. Et ça se termine par une guerre tellement violente et sanglante que ce n'est pas la relation entre la France et je ne sais qui. Il y a une mémoire qui est tellement sensible. Je crois qu'elle n'est pas cicatrisée, cette mémoire, justement. Non. Sur le plan historique, il y a l'arrêt Crémieux aussi pendant les 1830 à 1862. Il y a l'arrêt Crémieux qui a fait scission quand même entre ce qu'on pourrait considérer comme les Juifs algériens et les Algériens, les pieds noirs et musulmans. Donc il faut faire très attention, c'est des coups humains et voilà, c'est pour ça que... Allez messieurs, en tout cas affaire à suivre, on va s'intéresser de très près, vous savez, à une actualité très riche, et puis on l'a traité suffisamment ici, je veux parler de la Centrafrique. La Centrafrique, justement, l'intervention française est-elle menacée? Je vous propose tout de suite de découvrir ce sujet proposé par la rédaction de Télésud, et on vient la commenter, regardez. En 2 jours, c'est la 2e fois que l'armée tchadienne intégrée à la force panafricaine est pointée du doigt. Cette fois-ci, on l'accuse de tirs fratricides contre l'armée burundaise. Des éléments tchadiens ont lancé une grenade en direction des Burundais alors que ceux-ci venaient d'intercepter 6 ex-rebelles Séléka. De nouvelles accusations balayées par Michel Djotodia lui-même. Le président de transition en Centrafrique appelle à nouveau à la paix. Un désarmement physique, mais aussi et surtout un désarmement des cœurs, car la survie de notre nation en dépend. Les élections à venir demeurent, en n'en point douter, l'une des portes de sortie pour nous, une paix durable dans notre pays. Un appel à la paix qui intervient alors qu'une nouvelle manifestation des musulmans de Bangui s'est déroulée ce mardi au centre-ville. Nous n'avons pas besoin d'eux. Il faut qu'ils rentrent chez eux là-bas, qu'ils nous restent en paix dans Centrafrique. C'est le 3e rassemblement du genre depuis dimanche. Désormais, ces manifestations illégales sont formellement interdites. À Bangui, dans le centre-ville, les manifestants ont laissé place aux vendeurs ambulants qui proposent des articles pour Noël. Malgré le retour au calme, pour les habitants de Bangui, c'est un Noël à risque, un triste réveillon sous couvre-feu, avec messe et culte protestant avancés dans l'après-midi pour des raisons de sécurité. Messieurs, 5 soldats tchadiens tués, donc ce matin, on l'a appris ce matin même, très tôt, et puis rappelons-le, pour revenir un petit peu dans le temps, mort de 3 combattants aussi, c'est les cas tués par l'armée française il y a dimanche dernier, précisément, dimanche dernier. Alors messieurs, d'abord quand on observe toutes ces manifestations improvisées, quel regard portez-vous d'abord sur ces manifestations? D'ailleurs, souvent on parle de manipulation. Makela. Merci Adel. Du coup, on assiste aujourd'hui à une théâtralisation tragique de ces conflits. Vraiment? Bien sûr, dont la responsabilité incombe d'un côté à la France et au Tchad. Pour quelles raisons? Pour des raisons diverses. Parce que le Tchad a accompagné, a monté la Séléka, les amené au pouvoir. La France, à un moment donné, n'a pas voulu intervenir quand on l'avait sollicité. C'était à l'époque de Bouzizi. On comprend un peu les tensions qui ont prévalu entre Paris et Bangui à l'époque. Aujourd'hui, la France intervient dans un contexte
très complexe où le conflit est en train de connaître un glissement dangereux, confessionnel, ethnique, alors que les Centrafricains ont toujours vécu en harmonie, musulmans et chrétiens. Aujourd'hui, quand vous écoutez les médias français... Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Makela, au juste? Je veux dire que on peut plus contrôler cette situation aujourd'hui. Le conflit a pris une dimension assez inquiétante. Les gens se rejettent. Il ne se jetait pas à l'époque, que l'intervention de l'armée française est contestée d'un côté par les musulmans, de l'autre côté par les forces tchadiennes. On a réclamé le départ des forces tchadiennes, les gens de la Séléka, proches les anti-Balaka, proches de Bozizé. Cela montre effectivement que le rejet est réciproque et que la France s'est enlisée, elle est dans un engrenage complexe et puis ça montre une fois de plus l'incompétence, je dirais, la méconnaissance en termes de résolution de conflits africains par la France qui effectivement... vous pensez vraiment, on va en parler justement, voilà. Peut-être que ça va faire débat. Idriss Déby qualifié de sacré autocrate par le rédacteur en chef de Libération, le journal Libération. Ça vous fait bondir? Est-ce qu'il a raison de faire ce type de déclaration? Le rédacteur en chef de Libération. Alors, c'est toujours très compliqué les lectures ici, selon les acteurs, selon qui sont politiques, selon qui sont journalistes, parce que pour l'instant, les politiques français ont besoin d'Idriss Déby. Notamment dans les Ifogas. Non mais là c'est un journal, là c'est Libération qu'on connaît très bien. Mais on n'a pas... Un rédacteur en chef il dit nous, on peut Idriss Déby, sacré autocrate. Alors, monsieur Adil Farkan, nous on peut le qualifier ici. J'ai pas besoin de citer Libération pour parler d'Idriss Déby. Absolument oui, encore heureux. Ce que moi, est-ce qu'il a raison de faire ce type de déclaration? Alors, ce que nous on dira ici, il y a quelqu'un qui connaît mieux Idriss Déby que le rédacteur en chef de Libération ou son éditorialiste, c'est Makela qui est à côté de nous, qui a été pourchassé par Idriss Déby, qui a été expulsé de plusieurs pays. Il le connaît mieux et c'est lui qui peut nous dire si c'est un dictateur ou pas. Ce que moi j'observe, je ne suis pas là pour les qualificatifs, j'observe le jeu politique, géopolitique qui est d'un cynisme froid. Les Français ont placé Déby au pouvoir, ils lui ont préservé son pouvoir, qui était un pouvoir dur et rude. On en a un exemple ici. Ils ont besoin de Déby au Mali. Ils ont eu besoin de Déby et on a fermé les yeux. Il l'expliquait justement sur la Séléka qui s'était constituée et qui donnait une respiration à Déby. Parce que les mêmes milices qui étaient disséminées partout et qui le menaçaient lui ont quelque part été convoyées pour aller faire le coup de feu ailleurs. Comme ça, il avait un peu de répit. C'est la rançon des Ifogas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont très embêtés par ce président, mais ils ne savent pas comment le tenir. Comment le tenir? Alors, sacré autocrate ou pas? Est-ce qu'il a raison? Hier, je l'ai entendu hier sur RFI et je dis oui. Parce que c'était François Sergent, je pense, le rédacteur en chef de Libération. Il a qualifié, et je pense que le mot a sa place, Idriss Déby est un autocrate qui manipule la France et la communauté internationale, malheureusement. Il a raison, et moi je pense que j'adhère totalement au contenu de l'article que j'ai publié sur mon blog. Donc il est temps que la France comprenne où elle mène en fait, le pied. Parce qu'aujourd'hui, si en Afrique centrale, on n'arrive pas à connaître une démocratie effective, parce qu'il y a un verrou qui est là, ce verrou s'appelle Idriss Déby. Il a évoqué l'opposition démocratique au Tchad est isolée. Vous savez, aucune presse tchadienne ne s'était permise de s'expliquer ou bien de se prononcer sur la situation actuelle en Centrafrique. Pourquoi? Parce que des craintes de représailles automatiques, aussi bien les députés n'arrivent pas à s'exprimer, la société civile n'arrive pas à s'exprimer, la presse indépendante n'y existe pas. Donc ça veut dire... Ce qui est intéressant, et je vous laisse la parole, vous connaissez très bien le sujet, c'est... Les gens doivent se demander pourquoi on parle de Déby quand on parle de la Centrafrique. Répondez. Justement parce qu'on est liés. Déby, vous savez, en 2003, il avait amené Bozizé au pouvoir. En 2013, il a destitué. Et non seulement il a destitué, aujourd'hui, la situation est incontrôlable. La communauté internationale est avec la complicité de la France. Justement, merci. C'est vrai? Ben oui. Je sais comment il me regarde. Gabriel, il me regarde en disant mais qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais parce que j'ai envie de vous poser une question. C'est qui l'autocrate? L'autocrate, écoutez, on est là pour en parler. Karim Eliaoui. Moi, je pense que la France a une mauvaise maîtrise du continent africain. Donc avec, vous arrêtez pas de taper sur la France. Non, mais à ce niveau-là. Finalement, les Centrafricains eux-mêmes disent mais on a besoin de la France. On a besoin. Quand on va les interroger. La France et l'Afrique, c'est une vieille histoire d'amour. Donc c'est même c'est une histoire de sang. Mais aujourd'hui, on peut voir que la France veut rattraper son retard, notamment au niveau économique, face aux Chinois et aux Américains qui sont maintenant dans toute la sous-région. Ils ont envoyé des troupes au Mali, maintenant en Centrafrique. La question qu'il faut se poser en prenant en compte la population, qui est quand même l'élément essentiel, c'est quelle sera l'issue finale de ce conflit-là. L'armée peut être le tampon entre
les Centrafricains, et maintenant les sujets évoqués, c'est les musulmans et les chrétiens. Mais pourquoi on dit justement les soldats français accusés de protéger les chrétiens à l'encontre des musulmans? Attendez, c'est dur ça d'entendre ça. Mais c'est très dur, donc on part dans un conflit ethnique, religieux, donc c'est pour ça que l'issue, elle peut être catastrophique. Mais même les soldats français sont accusés de soutenir les chrétiens à l'encontre des musulmans. Mais là, les musulmans vont évoquer donc une protection, ils sont obligés de se réfugier à l'aéroport. Les chrétiens, donc certaines personnes disent que c'est l'ancien président, M. Bozizé, qui pousse depuis l'extérieur. Et pour reprendre juste le cas de M. Déby peut être critiqué de tous les mots, mais je pense qu'aujourd'hui, il a un élément clé dans la région et il est un acteur incontournable parce qu'il il arrive à jouer entre le chaud et le froid. Il envoie des troupes au Mali, en Centrafrique. Donc sans lui, je pense que là, le problème serait d'autant plus dramatique. Jean-Claude Chikaya. De manière paradoxale, on parlait donc du président François Hollande tout à l'heure. Là encore, il a donné une présentation du conflit et d'une intervention en Centrafrique d'une manière assez simple. Ça ne va pas durer longtemps. Nous y allons à la limite pour quelques semaines, quelques jours, et tout va rentrer dans l'ordre. Donc c'était faire fi de la complexité du terrain, entre guillemets, africain, ou d'un terrain guerrier sur le plan militaire. Une intervention, c'est jamais simple, c'est toujours complexe, et notamment dans un pays comme la Centrafrique. Mais je crois, comme ça a été dit tout à l'heure, on a parlé d'incompétence, je pense qu'il y a une connaissance pas assez poussée de la complexité du continent africain. C'est-à-dire que autour du plateau pour dire que François Hollande, c'est un échec. C'est pas seulement Centrafrique. C'est pas seulement François Hollande, c'est la classe politique qui, je pense, et la classe diplomatique doit changer de prisme et de paradigme sur l'Afrique. Mais pas l'Afrique seulement sur le plan continental, mais sur chaque pays. Quand vous allez en Croatie, quand vous allez en France, vous avez à la limite deux visions. Une vision, quand vous allez voir la Croatie, vous discutez avec les Croates. Quand vous allez en France, avec les Français. Quand on va en Afrique, on a l'impression que c'est une petite fille qui a le nez qui coule, et puis on va la rhabiller et on va la moucher, tout va aller bien. Donc il y a un regard assez infantilisant, alors que c'est bien donc une histoire d'adulte, c'est des histoires politiques qui se passent là-bas, et surtout des histoires d'intérêt, mais là où est le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère donc multimédia, les gens vont regarder d'un peu plus près qu'est-ce que l'Afrique et qu'est-ce que devient le Mali. Donc toutes ces visions qui au XXe passaient, maintenant les gens sont pas dupes et les représentations commencent à se craqueler, à être entamées. Donc la France va être obligée, j'espère, de changer aussi son fusil d'épaule. Après, si on regarde sur le plan centrafricain, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que comme on veut nous le donner. Alors la France, comme le dit et comme le soulève Jean-Claude Chikaya, doit-elle changer sa stratégie? Mais surtout, est-ce que les soldats tchadiens sont-ils complices avec les ex-rebelles? Mais bien sûr. De la Seleka. Bien sûr, les soldats tchadiens sont complices. Quand on sait très bien que vous le dites ici, Mohamed Dafan, quand on sait très bien Nourdine Adam, quand on sait très bien Eric Massi, y compris M. Duthédia, ont quitté N'Djamena pour aller aux accords de Libreville, on comprend nettement comment on sait très bien qu'en mars dernier, 800 Tchadiens armés jusqu'aux dents ont foncé, en fait, ont défoncé en fait, le verrou de Bangui en tuant quelques Sud-Africains. Ça montre effectivement que les soldats tchadiens ont accompagné, ou bien ont assisté, ou bien contribué à la prise du pouvoir de Bangui par la Seleka. Donc les soldats tchadiens complices. Mais bien sûr. C'est normal qu'ils vous poursuivent. Justement, la responsabilité du Tchad est engagée au plus haut niveau. Maintenant, Karim l'a dit, Tchikaya l'a dit, et puis les autres ont dit, effectivement, Gabriel, c'est que la France n'arrive pas à comprendre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que Déby est incontournable. Or, Déby, pour moi, est la partie prenante de ces conflits. Donc, dans les cas de résolution du conflit, on devait plutôt l'enlever. Et c'est normal que les populations centrafricaines demandent... Et on a un seul qui s'en méfie. Qui ça? C'est à côté. Mais le Cameroun, bien sûr. Ah oui, le Cameroun. Les Cameroun, effectivement, les Cameroun. Donc, du coup, il faut que les contingents tchadiens qui sont là, qui ne peuvent pas jouer. Il est terrible, Gabriel. Ne vous laissez pas faire, Makela. Ne vous laissez pas abattre. Attention. Je comprends. Allez, dernier mot, et on passe au sujet direction l'Égypte. Le seul problème, peut-être, pour le peuple centrafricain, mais tous les autres peuples qui sont donc confrontés à des interventions militaires extérieures, c'est de ne pas voir tout de suite que l'intervention est le plus souvent tutélaire. Il y a une Voilà. Malheureusement. Gabriel, avant de passer à un sujet, on va s'intéresser. Il y a des Français qui peuvent nous regarder et se dire mais comment ils tapent sur la France qui est venue intervenir. Le problème n'est pas celui-là. Ce qu'il faut leur dire, c'est que... je vous le confirme, mais c'est pas... Je reçois des mails tout le temps en permanence. Justement, des Français, pas du tout... Moi, je vais leur répondre. Et qui me reprochent régulièrement, justement, pourquoi vous tapez tout le temps. Et je poserai la question, alors vous inquiétez pas. Je vais tenter de leur répondre. Voilà. Tentez donc, allez-y, Gabriel. En fait, moi-même, en tant qu'Africain,
je suis gêné qu'on parle toujours de l'Afrique de manière passive. C'est un marché, on vient faire son marché. Ils sont en guerre, on vient intervenir. Moi-même, en tant qu'Africain, je me dis, où est notre responsabilité? Et elle existe. Merci. Elle existe. La responsabilité de la France est laquelle? Je commence par celle-là. Très court, Gabriel. Je serai court. Sinon, on referait l'histoire. Hein, et là, non, je me retrouve chez vous, dans le court. cadre de votre émission. Des pays n'ont pas été structurés. Des pays ont été donnés à des gens qui étaient là pour pérenniser les intérêts, depuis les fameuses indépendances. Ça fait 50 ans. Ils ont reproduit une génération qui a succédé et qui continue dans ce système-là. Comme c'était un système de cooptation, c'est une chape de plomb pour les peuples. C'est-à-dire que les peuples africains n'ont pas encore pris leur liberté. Les peuples, ils ne sont pas complices de leurs dirigeants. Les sociétés civiles africaines. C'est ce qui se passe. Et donc, quand la France arrive, ce n'est pas dans un élan humanitaire uniquement, c'est pour pérenniser ce système-là. Et quand on laisse, on n'intervient pas au moment où la Séléka rentre dans Bangui, et qu'on arrive à la dernière minute, on se retrouve face à ça. Non, mais je comprends. Donc la responsabilité africaine, c'est qu'un jour les idées triomphent et qu'il y ait à la tête des pays des gens qui représentent leur peuple. Ça, c'est de 1 et de 2, il faut des intégrations dans les pays africains. Le panafricanisme est un idéal. Si ces pays étaient forts, il n'y a pas une rébellion qui peut se faufiler entre des pays, par exemple. C'est un long travail. Une très belle transition, parce que je vais vous dire pourquoi, Gabriel, tout à l'heure, justement en seconde partie de notre émission, pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, nous serons avec Francis Seck pour parler de ce penseur, de ce scientifique qui s'appelle Cheikh Anta Diop. Donc rappel, évidemment, mais c'était important de le rappeler ici même. Allez, messieurs, je vous propose d'aller direction autre événement, celui de Morsi, Mohamed Morsi. On s'intéresse à l'Égypte, messieurs. Tout de suite, on regarde ce sujet et on revient le commenter. Tout de suite après, regardez. Un nouveau cap dans la violence a été franchi dans la nuit de lundi à mardi en Égypte. 14 morts et une centaine de blessés, c'est le bilan provisoire d'un attentat à la voiture piégée contre un bâtiment de la police égyptienne dans le nord du pays. L'explosion a eu lieu à 1h moins 20 du matin, quand j'ai quitté le véhicule blindé pour aller au bureau de la sécurité. C'était une explosion très forte et quand je suis retourné au véhicule blindé, mes collègues étaient morts. Une violente attaque non revendiquée mais que certains attribuent aux frères musulmans. Un conseiller du Premier ministre Azem Bablaoui a affirmé que le chef du gouvernement avait qualifié les frères musulmans d'organisation terroriste. Une déclaration à forte portée politique à l'approche du référendum constitutionnel prévu mi-janvier. Un référendum que les frères musulmans ont appelé à boycotter. Les attaques contre les forces de l'ordre se multiplient en Égypte depuis la destitution le 3 juillet dernier du président Mohamed Morsi par l'armée. Alors, Mohamed Morsi est-il un espion? C'est la question dans Ça fait débat. Karim Yayaoui, justement, vous souriez. Allez-y, prenez la parole. C'est de la bêtise, là. Je pense que ah bon l'Égypte, on est parano quand on dit ça? Bon, je pense que l'Égypte est une force comme stratégique et géopolitique importante dans la région du Maghreb et jusqu'à le Moyen-Orient. C'est la porte d'entrée donc vers la Jordanie, la Syrie, l'Israël. Donc Morsi a posé quelques problèmes, d'où son renversement en juillet il y a à peu près 6 mois avec un nouveau gouvernement. Les frères musulmans, j'ai pu lire il y a quelques jours... Ils ont été qualifiés de terroristes. On va en parler, Donc ils existaient depuis 80 ans, il y a eu des attentats depuis quelques temps. J'ai eu l'occasion de me rendre en Égypte il y a 4-5 mois et j'ai senti quand même une certaine émulation, une effervescence de la population qui aspire à quelque chose de nouveau, vivre tout simplement, vivre. Et non pas être otage entre les frères islamistes, entre les différentes démocraties, la France, les États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis quand même versent pas mal d'argent, notamment sous l'aspect militaire. Et aujourd'hui, les frères islamistes sont vus comme un parti dangereux. Attendez, les frères islamistes ou les frères musulmans? Les frères islamistes, excusez-moi. C'est pas la même chose. Oui, excusez-moi. Moi, vous savez, dans Ça fait débat, je suis très attentif à tout ce qui se dit. Non, mais c'est vrai, parce que ici, on dit... Non, mais chaque fois, la dernière fois, on m'a reproché encore, mais en permanence, et vous avez raison d'ailleurs, pour celles et ceux qui nous regardent, d'écrire des mails et puis de commenter l'actualité, et c'est très bien. Mais je dois dire quand même qu'on doit remettre chaque mot dans son contexte. Ce mot-là, parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes, quelle est la différence entre un musulman et un islamiste? Donc ça peut créer la confusion, notamment avec les médias, ça crée quand même quelque chose d'assez trouble. Maintenant, on va voir comment ça évolue. Il y a eu un 3e procès donc, de 129 personnes. On assimile ça maintenant le Hezbollah, le Hamas. On va voir comment la donne se fera, notamment les Américains qui jettent un regard plus aguerri sur le sujet. Allez, on va faire un tour de table. Ouais. Makela, le Premier ministre égyptien qualifie les frères musulmans de terroristes. Oui, mais écoutez, on va vers une liquidation immédiate des frères musulmans en Égypte, bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que vous savez que sous Moubarak, c'était les militaires qui ont réprimé à l'époque les islamistes, etc. Aujourd'hui, ils ont repris le pouvoir
et ils sont en train de liquider complètement Morsi. Donc tout ce que les démarches judiciaires sont des démarches fallacieuses parce que Morsi, on l'accuse d'évasion de prison en 2011. Alors qu'en 2012, lorsqu'il était au pouvoir, il n'a pas reconnu en fait cette décision du procureur de la République. Aujourd'hui, on instrumentalise de griefs ou bien on monte des fausses accusations pour liquider et pour neutraliser définitivement les frères musulmans qui représentent une force politique effectivement significative pour l'Égypte. Malheureusement, on assiste à cela avec, je dirais, tout à l'heure, Karim disait... Vous l'avez dit, Jean-Claude Chikaya, Gabriel, pardon de vous interrompre. Ouais. Les frères musulmans, véritable poids, d'accord, en Égypte. Ouais. Et les qualifiés de terroristes, est-ce qu'il va y avoir une incidence? Oui, je pense qu'il y aura tout à fait je pense une incidence. Une série d'attentats ont eu lieu là dernièrement, depuis quelques jours. Hein. Mais sur le plan philosophique, récemment, un bus a été touché par un attentat. Même de la pensée populaire, ils sont présents dans l'échiquier politique, mais à tous les niveaux, que ce soit la classe politique, mais aussi le personnel militaire, où il y a une imbrication extraordinaire. Et l'Égypte essaye de se redéfinir. Donc ça ne se fait pas sans tragédie, mais c'est aussi... Bien sûr, je ne mets pas de côté les morts et les autres malheurs et impasses dans lesquels peuvent conduire parfois la recherche politique. Mais il y a quelque chose d'exemplaire, c'est essayer de remettre, entre guillemets, la religion et la pensée religieuse, ou les pensées religieuses et religion, à leur place, et que la démocratie puisse revenir pour redéfinir et reconstruire l'Égypte, qui est une très grande nation. Et deux fronts, deux champs sont confrontés à cela. C'est le peuple, qui a cru justement de manière peut-être inconsidérée aux frères musulmans et à la place de leur religion, qui viendrait donc assez vite démocratiser et rendre plus fort l'État, et en même temps a condamné assez vite Morsi et ses acolytes. Donc là, il y a une redéfinition qui est assez exemplaire sur le plan redéfinition ou pas, à quoi joue le Premier ministre? Il cherche quoi au juste? Pour revenir à notre fil conducteur... J'adore votre sourire léger. Hein? Oui, non, mais c'est toujours marrant. Hélas, c'est tragique. J'allais dire, oui, c'est pas marrant, mais bon. Un autre fil conducteur avec la Centrafrique. Tout à l'heure, ça permettra encore de l'explication qu'on avait amorcée. Le monde était interdépendant. Et le problème de l'interdépendance, c'est qu'on n'est pas de façon interdépendante égale si on est avec des gros bras. Regardez l'Égypte, c'est pas la Centrafrique. Gros pays, structuré, longue histoire, vieille histoire, longue tradition. Mais même l'Égypte est manipulée. Pourquoi? On revient à la question initiale, est-ce que c'était un espion? C'est plus intéressant. À partir du moment où vous avez un pouvoir qui vous est venu par des moyens obtenus à l'étranger, d'une certaine façon. Alors Gabriel, Morsi espion ou pas du tout? Je ne réponds pas à la question sur le mot espion. D'où lui vient le pouvoir? Parce que les Américains qui jouent avec l'Égypte, ils ont pactisé avec les frères musulmans un temps qu'ils ont rejeté ensuite. Et pas qu'en Égypte, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est d'un cynisme froid. Leurs intérêts en Égypte, économiques, on les connaît, et surtout les intérêts géopolitiques, stratégiques vis-à-vis de la question israélienne. C'est la seule question qui intéresse les Américains. C'était ma question prochaine, justement, la question israélienne. Non, mais c'est vrai, il pose la vraie question aussi. C'est la seule, d'ailleurs. C'est la seule. Le cinéma qu'on voit en Égypte est dramatique parce que l'Égypte parce qu'en réalité, il n'y a que la puissance qui compte. Dans le monde tel qu'il existe. Quand vous êtes fort, militairement, économiquement, parce que c'est ça la réelle indépendance. On ne vient plus tirer les ficelles. Il a soulevé un pays voisin, Israël. L'Israël, effectivement, l'Israël est très lié aux États-Unis d'Amérique, au monde occidental, et que l'Égypte, effectivement, eux aussi liés à l'Israël par rapport à son ingérence, je dirais, d'Israël en Égypte. Donc, du coup, la situation, on assiste malheureusement à une radicalisation de positions, aussi bien du côté militaire que du côté des frères musulmans. Mais la crainte, c'est qu'on va entrer dans un cycle de violence où tout le monde pourrait perdre sa vie. Mohamed Morsi, il a fait ses études aux États-Unis. Donc, on ne s'improvise pas président, ça ne tombe pas du chapeau comme ça. C'est-à-dire, ce sont des gens dont on connaît le parcours, qui sont espionnés, on connaît tout de leurs échanges, on sait quelle est leur idéologie, où ils trouvent l'argent, qu'on leur donne même parfois. Ma dernière question, messieurs, est-ce qu'ils risquent la peine de mort prochainement, là, justement?
Dans le cadre de ce troisième procès, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez souligné, le troisième procès. Non, je pense pas. C'est que la symbolique, évoquer la peine de mort, c'est brutal, comme très dissuasif. Sur le plan juridique égyptien, il est malheureusement principe de cette peine capitale. Si on évoquait cette raison-là, et chose qui n'a pas été faite. Oui, moi non plus, mais je ne sais pas si sur le plan diplomatique intérieur et extérieur. Donc on parlait tout à l'heure des. S'il va. Makela ? Je ne pas franchement qu'on lui impose la peine de mort, parce que ce n'est pas les délits le plus grave qu'on peut lui reprocher. Il n'y a pas un délit grave. Il n'y a pas de droit en ce moment. Malheureusement. Il n'y a pas de droit, tout est politique. Et puis, il ne recule devant rien. C'est un pays qui nous surprend tous les jours. Regardez le simulacre de procès Moubarak, c'est lui qui a construit ce système. Et regardez comment on le jette aujourd'hui, c'est un bouc émissaire. Mais ce serait une scission entre la population égyptienne, quand même 80 millions d'habitants. Là, ce serait vraiment une bombe à retardement qui serait très très dangereuse. Donc le meilleur moyen, ce serait peut-être de l'exclure, de le mettre de côté et qu'il y ait des élections démocratiques pour que le peuple égyptien puisse choisir. Allez, on est légèrement en retard, messieurs. On va aborder le dernier sujet qui a retenu notre attention. Je veux parler du Soudan du Sud. Que faire pour éviter le chaos? Regardons le sujet et on vient le traiter ici même dans Ça fait débat. Regardez. Riek Machar et Salva Kiir, deux rivaux désormais prêts à s'asseoir sur la même table des négociations. Objectif, en finir avec la guerre qui déchire les pays depuis une semaine. D'éventuels pourparlers qui sont le fruit des manœuvres diplomatiques menées ces derniers jours, notamment par les Américains. L'émissaire américain qui est à Juba depuis lundi est parvenu à faire plier le président Salva Kiir pour entamer des pourparlers, et cela sans aucune condition préalable. Ce mardi matin, l'ancien vice-président Riek Machar a accepté à son tour de discuter avec son rival après un entretien avec le secrétaire d'État américain John Kerry. Oui, nous sommes prêts à tenir des discussions. J'en ai parlé ce matin au téléphone avec le secrétaire d'État américain John Kerry. J'ai aussi parlé avec le ministre des Affaires étrangères d'Éthiopie pour lui indiquer que j'étais prêt à ces négociations. Je vais former une délégation et j'espère que ces pourparlers pourront avoir lieu dans un endroit neutre, comme les pays de l'IGAD l'ont suggéré. Cela pourrait se tenir en Éthiopie. En attendant le début de ces négociations, sur le terrain, la situation continue de dégénérer en guerre interethnique. Et les civils affluent par des dizaines de milliers dans différents complexes de l'ONU. Dans la capitale Juba, ils sont plus de 20 000 à avoir fui les combats. Nous sommes maintenant confrontés à l'une des plus importantes crises humanitaires émergentes qui s'ajoute à ce qui était déjà un programme humanitaire important ici au Soudan du Sud. Face à cette crise dramatique, le secrétaire général de l'ONU hausse le ton. Ceux qui sont responsables à un haut niveau devront en répondre personnellement et faire face aux conséquences, même s'ils prétendent n'avoir pas été au courant des attaques. Ban Ki-moon souhaite également l'envoi de 5500 soldats et plus de 4000 policiers supplémentaires. Ces hommes s'ajouteront aux 7000 troupes onusiennes déjà présentes dans les pays. La résolution autorisant ces renforcements des casques bleus pourrait être votée par le Conseil de sécurité de l'ONU dès ce mardi soir. Mais messieurs, que fait le gouvernement? Et je rappelle que le président kenyan et le ministre éthiopien des Affaires étrangères éthiopien se sont rendus au Soudan du Sud. Gabriel Barga. Que fait le gouvernement? Troisième cas de figure depuis le début de l'émission de ces pays. On fait comme si on est surpris. Vous vous souvenez de Angelina Jolie et l'autre, what else? Le Soudan. Georges Claude. Le Soudan, c'est pas nouveau. On fait toujours comme si c'est nouveau. Mais le Soudan il est terrible. C'est probablement le pays. C'est l'un des plus riches d'Afrique en ressources naturelles. Avec le Congo et l'Afrique du Sud, c'est une richesse énorme. Et puis, c'est un carrefour de culture. Depuis l'histoire, Al-Soudan, le pays des Noirs. Depuis, ça remonte à l'époque pharaonique, c'est vieux. Ça a toujours été une zone, ce sont des plaques tectoniques. C'est pas nouveau. C'est un pays qui est divisé dans ses structures, qui a eu des présidents, comme on a eu Bokassa en Centrafrique, on a eu Idi Amin, c'était en Ouganda. Mais ils ont des proximités culturelles tellement fortes, un mélange. On arrive aujourd'hui à un pays, c'est le... Est-ce qu'on est en train de frôler le chaos, puisque quand même 10 jours de conflit, des centaines de morts et des dizaines de milliers de déplacés. John Kerry, vous savez, pardon, John Kerry, mais quand je vois les interventions entre l'ONU et le coordinateur... L'importance du Soudan, John Kerry,
qui était candidat à la présidentielle, nouvellement défait, avant d'être aujourd'hui secrétaire d'État, il était représentant des États-Unis pendant les élections au Sud-Soudan, parce que c'est un pays qui a été créé de toutes pièces. Une gorgée de pétrole, il y a quelques mois. Créé de toutes pièces. C'est l'une des plus vieilles guerres en Afrique. C'est pas nouveau. Alors, les Salva Kiir et autres, c'est pas nouveau. C'est tellement dramatique. Allez, à tour de table, Karim Yaoui. Ce qui est intéressant, le Soudan, c'est vrai que c'est un gros pays en Afrique. Il y a quelques années, il n'y avait rien. Donc, quand c'était la famine, comme vous l'avez stipulé, il y avait Angelina Jolie qui partait avec un sac de riz. Ça faisait bien. Depuis peu, on a trouvé du pétrole près de la mer en plus, donc c'est tout bénéfique. On a décidé une scission, notamment avec l'appui des Américains. Aujourd'hui, c'est comme un enjeu très très important, proche de la mer, d'importantes ressources, un pays divisé, donc tout le monde va vouloir s'y implanter, notamment, il ne faut pas oublier les Chinois. Les Chinois qui sont derrière, qui font un jeu assez trouble aussi, derrière qui tirent les ficelles, les Américains, et ceux qui souffrent, ce sont les populations. Pour moi, ce n'est pas les Américains qui tirent les ficelles, hein, c'est plutôt les Chinois. Hein. Chacun y voit de son intérêt. Là, Jean-Claude Chikaya et ensuite après Makela. Ça met en exergue vraiment les sujets sont interdépendants parce que justement il y a une interdépendance, la mondialisation c'est aussi cela, sur le plan africain qui démontre que l'Afrique n'est pas un continent pauvre. Les pays africains ne sont pas des pays pauvres, ce sont des pays appauvris, gorgés de richesses, mais aussi de richesses humaines. Et sur peut-être que vous allez trouver peut-être ceci un petit peu poétique, mais les Soudanais, entre guillemets, du Sud, depuis une dizaine d'années, donc un pays fabriqué plus sur le plan économique, on savait au-delà de ce que Angelina Jolie voulait bien démontrer. Et on voit bien les prismes et les paradigmes. Je suis sûr que Angelina Jolie est allée en bonne conscience, en croyant vraiment faire quelque chose d'assez extraordinaire, humainement. C'est pas sur là qu'il faut tomber. Mais là, ça pose les questions politiques et notamment les responsabilités politiques de chaque Soudanais, qu'il soit d'un côté ou de l'autre, parce que vous allez voir que l'autre partie du Soudan va aussi s'impliquer dans le conflit. Quelles sont les options? Makela, ce sera ma dernière question. Les options. Oui. Mais écoutez, aujourd'hui, on assiste à une médiation internationale menée par l'ONU, menée par les pays de l'Afrique de l'Est, notamment Éthiopie. Mais malheureusement, encore une fois de plus, la convoitise internationale, les gens l'ont évoqué, les pétroles sud-soudanais a attiré les États-Unis qui sont hyper présents voilà, dans ces pays. Et la partition aujourd'hui, la partition du Soudan n'a pas de sens. On aurait aimé laisser les gens vivre ensemble avec le Sud, mais malheureusement, on a partitionné ces pays et que le conflit s'est glissé sur des bases ethniques. Du pétrole, mais pas les moyens d'extraction qui sont extraits par le Nord. C'est ça. Donc ils ont été, et même la zone de délimitation, elle est floue. Il y a un pipeline qui fait des centaines de kilomètres qui traverse le pays pour être exploité au port de l'autre côté. Entre les Dinka et les En fait, c'est une usine qu'on a créée, c'est pas un pays. Comment revenir à des mers sans... Non, c'est intéressant ce que dit, c'est vrai. Gabriel, c'est une usine qu'on a créée et non pas un pays. On est dans les chaos actuellement. On est dans les chaos. On ne peut pas éviter les chaos. Et avec comme ouvrier le pays est divisé parce qu'il y a le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Les Dinka d'un côté, le Nord de l'autre côté, hyper armés. On ne sait pas, le glissement est extrêmement dangereux. Malheureusement, encore une fois de plus, c'est les États-Unis qui tiennent le bout de ficelle. Malheureusement, encore une fois, c'est les Occidentaux qui tiennent le bout de ficelle. Et jusqu'à quand l'Afrique, comme vous l'avez évoqué, va être dépendante des ingérences? On aura un débat sur Kadhafi un jour. Exactement, on aura un débat sur Kadhafi un jour, ici même dans Ça fait débat. C'est le lieu, vous le savez, je vous le rappelle, pour celles et ceux qui nous regardent, vous savez, on va retrouver notre invité qui s'appelle Francis Seck. Il est justement membre du bureau fédéral de la Ligue panafricaine et chargé du congrès panafricain. On va parler et on va s'intéresser plus particulièrement, vous savez, un sujet, un penseur, un scientifique. Il s'appelle Cheikh Anta Diop et on en parle très peu, hein. Très peu. Et moi aussi, il m'intéresse et on en parle dans Ça fait débat en seconde partie de cette émission. Vous pouvez commenter et réagir sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter, c'est F débat. Merci à Gabriel Mbarga, je vous retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir. Oui. Makela Ngebla, célèbre blogueur. Merci à vous, à très bientôt ici dans Ça fait débat. Dans Ça fait débat. Merci à Karim Yaoui, acteur politique et entrepreneur. Merci à vous, Karim Yaoui. Oui. Ce sont les gardiens, les Tchadiens, souvent au Cameroun, ils ont des sifflets. Vous donnez l'alerte si on vous embête. Bravo, merci à Jean-Claude Chikaya, porte-parole du devoir de mémoire, sociologue et puis professeur. Merci Jean-Claude. Merci Eddy, merci à tout le monde. À très bientôt ici même. Allez, je vous propose tout de suite de retrouver notre invité. On va parler histoire avec Francis Seck et puis surtout Cheikh Anta Diop. C'est ici, c'est maintenant, c'est dans Ça fait débat. C'est parti. Pour
Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, sachez-le, dernière ligne droite, deuxième partie de cette émission, et on s'intéresse plus particulièrement, vous savez, à ce penseur, ce scientifique, il s'appelle Cheikh Anta Diop. Bien sûr, il est mort, mais on va en parler avec notre invité. Il s'appelle Francis Seck. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes membre du bureau fédéral de la Ligue panafricaine et chargé du congrès panafricain. Exactement. Et vous êtes le directeur adjoint de ce magazine bimensuel. C'est un trimestriel. Un trimestriel. Qui s'appelle Panafrican. Panafrican. Traite de quoi? De l'actualité africaine? De l'actualité africaine et panafricaniste. Et donc on peut trouver en ligne sur panafrican.net. Panafrican.net et à la une, Lampedusa n'est pas notre avenir. Voilà, allez monsieur, on va s'intéresser à ce penseur, ce scientifique. Cheikh Anta Diop. D'abord, qui est Cheikh Anta Diop? Francis Seck. Alors, Cheikh Anta Diop. Très peu connu. Cheikh Anta Diop, effectivement, très peu connu. Cheikh Anta Diop est né à Kaïto, au Sénégal, en 1923. Province? Donc dans la province du Diourbel, dans la région du Diourbel, au Sénégal. Il aurait eu donc 90 ans aujourd'hui, dans quelques jours, le 29. Le 29 précisément. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que je peux vous dire, Francis Seck, par exemple, c'était l'un des grands scientifiques de ce monde? Alors, Cheikh Anta Diop, effectivement, est l'un des grands scientifiques de ce monde. Il a plusieurs casquettes. Donc, il a une casquette d'homme de science, d'homme de lettres, d'historien, d'anthropologue, mais également une casquette politique. Cheikh Anta Diop, jeune, il a fait 2 baccalauréats, un baccalauréat scientifique. Oui, puisqu'il est fondateur d'un parti. Oui, il a été fondateur donc, de 3 partis politiques. Le plus connu et actuel d'ailleurs. Le plus connu, actuel, qui est toujours en place d'ailleurs, et dont le représentant, secrétaire général, sera des nôtres le 29 décembre, Diallo Diop. Donc son parti qu'il a créé, c'est le RND, le Rassemblement National Démocratique. Absolument. Voilà, toujours populaire. Toujours populaire dans l'opposition. Moi, je vais m'intéresser. Vous savez, ici, il ne s'agit pas de refaire l'histoire, parce qu'il existe une émission pour cela, mais moi, vous savez, comme on dit, ça fait débat. Moi, la raison pour laquelle, si vous voulez, je vous ai invité, d'abord parce que votre événement qui se déroule le 29 décembre prochain, là, d'accord, lui consacre une véritable... là-dessus, vous le mettez à l'honneur, Cheikh Anta Diop. Tout à fait. D'accord. Une qualité d'invités ont répondu présent pour dimanche. Exactement. En quelques mots, dimanche, qu'est-ce qui va se dérouler? Qu'est-ce qui va se passer? Alors donc dimanche, il y a deux temps dans cette journée. Il y a un temps sur les tables rondes où on va parler à la fois de l'aspect scientifique de l'homme et de l'aspect politique. Et ensuite, le dernier temps, ça sera un meeting politique qui réunira le secrétaire général du RND ainsi que le secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja, le représentant de la Ligue panafricaine Umoja, section France, et également un représentant, le président de OSAR. Alors, Francis Seck, Cheikh Anta Diop, c'était un homme modeste, vous m'arrêtez si je me trompe, humble, engagé, patriote, et qui s'est battu surtout, on le connaît, pour les intérêts africains. Alors, d'abord, première question, est-ce que c'est un savant exceptionnel et pourquoi on n'en parle pas? Est-ce qu'il dérange? Cheikh Anta Diop est un savant exceptionnel en ce que, dans son travail scientifique, il a bouleversé en fait la pensée mondiale de l'époque. Jusqu'à Cheikh Anta Diop, la pensée commune, en particulier sur l'origine des Égyptiens anciens, était que c'était... il le disait, l'Égypte ancienne était nègre. Exactement. Voilà. Il disait ça précisément. C'est ce qui résulte de ses travaux scientifiques. De ses travaux scientifiques qui a été couronné en 1974 avec le colloque du Caire, où il a démontré devant le parterre de tous les spécialistes du moment que effectivement les Égyptiens étaient noirs, étaient nègres, de la première dynastie, tout au moins jusqu'à la 28e dynastie. Et aujourd'hui, on le qualifie d'un personnage qui rame à contre-courant du monde scientifique de l'époque. Alors, le problème, effectivement, c'est que Cheikh Anta Diop rame à contre-courant parce qu'il vient bouleverser la pensée établie de l'époque. Et les grands spécialistes du moment ne pouvaient pas accepter qu'on vienne comme ça, surtout un Africain. Il était jeune en plus à l'époque. Et il était jeune. Brillant déjà, à 23 ans, 22 ans. 23 ans, donc il a fait deux thèses, thèse de doctorat. Sa première thèse, qui a été... vous l'avez ici, on peut montrer à la caméra, bien sûr. La première thèse où il n'a pas pu effectivement présenter parce qu'il n'a pas pu réunir un jury, il en a fait un livre qui est aujourd'hui un livre de référence qui s'appelle Nation, Nègre et Culture. Nation, Nègre et Culture. Voilà.
Qu'on peut encore se procurer. Qu'on peut encore se procurer à Présence africaine et dans toutes les bonnes librairies. Donc cette thèse, effectivement, c'est ce qui a bouleversé la pensée mondiale. Alors vous dites bouleverser la pensée mondiale, mais en même temps, Francis Seck, est-ce qu'on peut dire que c'est un restaurateur de la conscience noire? Exactement. Cheikh Anta Diop, on va dire, son combat, c'est le combat de la restauration de la conscience historique des Noirs. C'est-à-dire qu'avant lui... Qu'est-ce qu'il cherchait à l'époque déjà? Qu'est-ce qu'il voulait faire de cette Afrique noire? En fait, Cheikh Anta Diop, lui-même, il a dit il est arrivé à l'Égypte par hasard, parce qu'il faisait les recherches, effectivement, sur l'histoire. Il voulait aller le plus loin possible dans la connaissance de l'histoire de l'Afrique. Parce que jusqu'à une certaine époque, après les empires, on avait l'impression que l'histoire de l'Afrique était un brouillard. Certains ont même nié à l'Afrique à la fois de faire partie de l'histoire. On connaît l'anecdote avec M. Sarkozy à l'université Cheikh Anta Diop. Le problème de l'homme africain, c'est qu'il n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire. Cheikh Anta Diop a montré que non seulement il est rentré dans l'histoire, mais il est le premier à être rentré dans l'histoire. Donc c'est ça, en fait, en cela que Cheikh Anta Diop a bouleversé cette pensée. Et ça ne pouvait pas être aussi facilement accepté disons, de la pensée établie. Y compris, il a traité très largement le racisme aussi. Il a, dans ses travaux, il parlait souvent d'ailleurs de ce fossé qui se creuse chaque jour davantage entre le blanc et le noir. Voilà. En fait, donc, Cheikh Anta Diop a été, sa pensée a souvent été taxée de raciste. Simplement, Cheikh Anta Diop, son champ d'action, c'était l'Afrique noire, nation nègre et culture. Et donc, c'est un point de vue d'anthropologue, de l'historien, et pas du tout raciste au point de la couleur, étant donné que nous savons, en tout cas au niveau des spécialistes, qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Donc c'est en cela qu'il y a... Non mais c'est important ce que vous dites là aujourd'hui, c'est très important Francis Seck, il n'y a qu'une race, la race humaine. Exactement. Et c'est très bien de le rappeler ici dans Ça fait débat. Dites-moi, la civilisation, on l'a rappelé tout à l'heure, l'Égypte ancienne était nègre. Enfin, avec les travaux qu'a menés Cheikh Anta Diop. La civilisation occidentale, est-ce qu'elle est l'héritière d'une civilisation noire venue du Nil? Francis Seck, oui ou non? Ben écoutez, celui qui peut témoigner de ça, c'est celui qu'on considère comme le père de l'histoire, Hérodote, qui a dit que les Égyptiens, effectivement, étaient noirs et avaient les cheveux crépus. Donc les Grecs, qui sont les héritiers directs de l'Égypte, puisque les plus grands penseurs grecs, Pythagore, Thalès et tous les autres, étaient étudiants en Égypte, donc dans cette Égypte noire, et c'est ceux-là qui ont fondé la civilisation occidentale. On parle de, n'est-ce pas, la civilisation gréco-latine. Et si les Grecs, effectivement, eux-mêmes ont été les étudiants des Égyptiens, donc voilà, l'équation est vite faite pour répondre à cette question. Francis Seck, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que Cheikh Anta Diop, on l'étudie suffisamment dans les différents ouvrages, dans les différentes écoles, enfin voilà. Est-ce que, ma question va être plus claire, est-ce qu'aujourd'hui, Cheikh Anta Diop, il dérange, au point même où on ne peut plus l'étudier? Alors, Cheikh Anta Diop, effectivement, dérange. Cheikh Anta Diop a été déjà personnellement interdit d'enseigner à l'université. Après sa thèse, il avait déclaré qu'il rentrait au Sénégal pour aller former des générations d'Africains. Quand il est arrivé au Sénégal, on lui a interdit d'enseigner à l'université. Donc, de 1960 jusqu'à 1981, il a été interdit d'enseigner. C'est avec l'arrivée du président Abdou Diouf qu'il a été ensuite autorisé à enseigner. Donc, on est en 1981. Et aujourd'hui encore, les œuvres de Cheikh Anta Diop ne sont pas étudiées ni dans l'enseignement scolaire au niveau de l'Afrique, et encore moins en Occident, et même dans les manuels scolaires. On ne parle pas de Cheikh Anta Diop. Et même parfois, on rencontre quelques personnes qui ont fait des études de langue orientale. Parce qu'au Sénégal, dans les manuels scolaires, on découvre ce qu'on apprend Cheikh Anta Diop. Mais on n'apprend pas Cheikh Anta. On apprend Cheikh Anta Diop effectivement au niveau de l'université, mais de manière générale, pour rencontrer l'œuvre de Cheikh Anta Diop, c'est presque des études parallèles qu'il faut faire. Et que fait votre association, votre collectif, par exemple? Que fait votre ligue? Est-ce qu'elle
Elle prend son bâton de pèlerin pour aller justement se battre pour faire connaître ce penseur, ce scientifique. Exactement. Bon, sur la place on va dire, de manière générale en France et surtout à Paris, nous avons la chance d'avoir quelques instituts, comme l'Institut Kepera, qui est dirigé par donc, le fils de Cheikh Anta Diop, qui s'appelle Cheikh Mbacké, où on peut effectivement apprendre l'histoire de l'Afrique et en particulier l'Égypte ancienne et donc les œuvres de Cheikh Anta Diop. Vous avez quelques ouvrages là. Voilà, par exemple, qu'est-ce que vous avez là? Cet ouvrage qui s'appelle « Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral noir », c'est l'ouvrage majeur et programmatique de Cheikh Anta Diop. Donc c'est le programme politique, on va dire pour faire simple, que Cheikh Anta Diop a élaboré sur la vision d'un État fédéral d'Afrique noire. Et l'autre ouvrage que vous avez là? L'autre ouvrage, donc ça c'est un ouvrage qui a été écrit par un collectif des historiens du RND. Le combat politique de Cheikh Anta Diop. Voilà, qui donne un aperçu de ce qu'a été le combat politique effectivement de Cheikh Anta Diop depuis le BMS, le premier parti qu'il a créé, jusqu'au dernier, le RND. Alors, dites-moi Francis Seck, est-ce qu'aujourd'hui on peut regretter, je veux dire, vous allez me répondre, est-ce qu'on a aujourd'hui des jeunes penseurs ou des jeunes intellectuels de la trempe de Cheikh Anta Diop? Oui. Est-ce qu'il en existe? Oui, aujourd'hui, il y a encore, il y a d'abord le premier, c'est-à-dire le Théophile Obenga, le professeur Théophile Obenga, qui est le disciple de Cheikh Anta Diop, qui a participé avec le professeur Cheikh Anta Diop au colloque du Caire. Et ensuite, il y a un certain nombre de professeurs qui ont étudié, qui ont eu la chance effectivement d'avoir été enseignés. Et tous ces intellectuels, vous pensez qu'ils vont pouvoir relever justement ce défi auquel est confronté l'Afrique? Mais aujourd'hui, le défi est relevé. Cheikh Anta Diop revient en force, en réalité, aujourd'hui. Il y a, au-delà des plus anciens qui connaissent un peu mieux, il y a toute une génération aujourd'hui qui découvre cette œuvre de Cheikh Anta Diop. Et aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, Cheikh Anta Diop, non seulement il revient en force, mais il revient en force sur le continent surtout. Parce qu'il y a des générations Cheikh Anta Diop, des associations Cheikh Anta Diop qui se créent un peu partout. Donc on peut dire que Cheikh Anta Diop a tracé le sillon. Exactement. Hein? Donc Cheikh Anta Diop, effectivement, ayant été ghettoisé... Le sillon pour approfondir la connaissance, hein, j'entends bien. Hein. Oui, bien sûr. Sur le plan de Cheikh Anta Diop, nous sommes strictement sur le domaine de la connaissance. Cheikh Anta Diop lui-même, il avait l'habitude de dire « armez-vous jusqu'aux dents et arrachez votre liberté ». Donc armez-vous de science jusqu'aux dents. N'est-ce pas? En nombre de sciences, effectivement, c'était la moindre des choses, on va dire. Et effectivement, aujourd'hui, on voit pulluler sur le continent des générations Cheikh Anta Diop, des instituts Cheikh Anta Diop un peu partout. Et ça, on va dire, c'est la récompense, en fait, de la raison et de la connaissance et du savoir. Parce que le savoir ne peut pas mentir. Il était important de rappeler qui était ce personnage, qui était ce penseur, ce scientifique, Cheikh Anta Diop. Personne n'y échappe, tout le monde y passe. Ça s'appelle le 5 questions en 10 secondes, mon cher Francis Seck. C'est parti. Attention, qu'on représente pour vous l'Afrique? Un mot. L'Afrique, c'est l'unité. L'Afrique, quelle priorité? Un mot. L'éducation. Un mot. L'éducation. France, Afrique, ça évoque quoi pour vous? Un mot. France-Afrique, ça évoque pour moi le malheur. Le malheur. Afrique et démocratie, vous répondez quoi? Sans langue de bois. Afrique, démocratie, une plaie. Une plaie. Et enfin, dernier mot pour celles et ceux qui vous regardent, vous savez, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Peut-être autour de ce personnage, Cheikh Anta Diop. Voilà, ce que j'ai envie de dire, donc, le 29 décembre, dans 3-4 jours, nous allons parler... On peut montrer l'affiche, effectivement. Nous allons parler de Cheikh Anta Diop sur un aspect qui est très peu connu du grand public, c'est-à-dire l'homme politique. Cheikh Anta Diop a eu une vision pour l'Afrique. Cheikh Anta Diop, à travers non seulement ses ouvrages, mais aussi ses discours, ses travaux, les meetings qu'il a fait, il a montré quelles sont les solutions aujourd'hui. Nous sommes en train de regarder l'actualité. Le débat qui vient de passer nous a montré que ça brûle un peu partout sur le continent. Sur les questions de sécurité. Très peu, parce qu'on arrive, ça y est, au thème de l'émission. Hein. Voilà, sur les questions de sécurité, de diplomatie, Cheikh Anta Diop a montré que la solution, c'est l'État fédéral. Voilà. Et Kwame Nkrumah, avec Cheikh Anta Diop, qui sont les deux piliers du panafricanisme, sont aujourd'hui les voies à suivre. Merci Francis Seck, membre du bureau fédéral de la Ligue panafricaine, et vous êtes chargé du congrès panafricain. Bon congrès pour dimanche prochain, ça se passe dimanche là, dans quelques jours, exactement, à Paris même.
il me semble. Exactement. L'adresse précise pour celles et ceux qui vous regardent. À Paris, donc c'est 7 rue Basse des Carmes, c'est métro Maubert Mutualité, donc dans le 5e arrondissement. Voilà, si vous êtes intéressé évidemment à découvrir et apprendre un peu plus et approfondir d'ailleurs votre connaissance. Merci Francis Sett. Vous savez, le débat continue sur la page Facebook, ça fait débat. Sur Twitter, CF Débat. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.